Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette table ronde où nous allons parler du stress des RSSI. Alors, un stress qui peut aller à la crise de nerfs, comme le titre l'indique, mais qui peut en réalité aller jusqu'au burn-out, pour utiliser le terme médical adapté. Alors, plusieurs des experts qui sont à mes côtés en ont fait la douloureuse expérience. Ils ont accepté de témoigner et je voudrais les en remercier vraiment du fond du cœur. Ils ont accepté de témoigner parce qu'ils sont convaincus, comme moi d'ailleurs, que c'est en brisant le tabou que sur ces sujets-là, on peut améliorer la situation, on peut faire avancer les choses. Mais voilà, c'est une épreuve aussi pour eux d'être là aujourd'hui. Donc je voudrais qu'ils sachent qu'on leur en est très, très reconnaissant. Alors, je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je vais avoir la tâche difficile de modérer cette table ronde. Quand je dis difficile, c'est qu'on a 3/4 d'heure, c'est un sujet extrêmement riche. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais c'était un des ateliers les plus demandés. Je pense que voilà, on va avoir des gens qui rentrent par le fond. Vous aurez sûrement des questions. Je vais essayer d'en prendre un certain nombre. Je ne peux pas garantir qu'elles seront toutes, qu'on aura le temps pour toutes les prendre. Mais disons que le débat est ouvert. Voilà, l'idée, c'est d'avoir ce sujet, qu'on sache qu'il peut être traité dans la communauté et que si on commence aujourd'hui, on va s'appuyer notamment sur une étude du Césin. Voilà, il y a clairement un mouvement pour que le tabou soit brisé et l'échange soit possible sur ces sujets-là. Alors, tout ça en introduction. Vous présentez les 4 experts qui sont à mes côtés. Donc Sabrine Guilleneuf, pardon Sabrine. Sabrine, vous êtes RSSI, vous êtes aussi membre du conseil d'administration du Césin, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Et vous allez nous présenter une étude faite récemment par le Césin, justement sur le stress des responsables cyber. Non, je vais faire tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de tester, c'est pour ça. À vos côtés, Bruno Kerwanton. Bonjour Bruno. Bonjour Cécile. Alors, on va mettre le micro devant, voilà, c'est mieux. Voilà. C'était un peu l'idée. C'est le principe du micro. Alors Bruno, vous êtes aussi expert en sécurité des systèmes d'information. Vous avez travaillé comme RSSI dans diverses organisations assez longtemps avant une expérience très douloureuse en termes de management, notamment. On reviendra dessus. Oui. Ça vous a conduit à un burn-out en 2018. Et je pense qu'on peut dire, enfin beaucoup vous connaissent ici, hein, donc, mais on peut dire que vous battez encore aujourd'hui pour dénouer les fils de ces situations complexes. C'est exact. Merci de témoigner. Merci. À vos côtés, à tes côtés, Jean-François Loapre. Alors Jean-François, tu es très connu dans la communauté aussi, tu as été cofondateur du Césin. Tu as été pendant 20 ans à RSSI dans des groupes financiers. Je ne sais pas si on peut jeter plus. Oui, c'est bien. Hein. Ça décrit bien la situation. Et tu es aujourd'hui consultant et formateur en cyber. Entre les deux, en 2017, tu as fait l'expérience du burn-out et tu nous en parleras aussi. Exactement. Yann, bonjour Yann. Bonjour Cécile. Alors Yann, vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années dans un grand cabinet de conseil. Vous avez été consultant puis dans les RH de ce cabinet, si je résume un peu violemment. Vous êtes aujourd'hui coach spécialisé dans la neuroscience comportementale et cognitive. Vous accompagnez des cadres et des dirigeants, notamment sur le sujet du stress, qui est un sujet qui vous tient à cœur. Et vous avez aussi travaillé sur cette étude dont on va parler tout de suite, parce que justement, je voudrais commencer par poser le cadre. On va poser le cadre de ce stress, enfin définir un peu, mettre des chiffres sur cette donnée du stress. Parler de témoignages, et puis j'aimerais après qu'on se garde du temps pour faire un peu pour trouver des solutions, pour trouver des pistes de solutions. Donc voilà, quand je disais que la modération allait être un peu dure, c'est qu'on a une table ronde, un sujet qui est très ambitieux. Sabrine, on démarre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau du stress aujourd'hui dans le métier? J'ai oublié de tourner les pages, je vais tourner les pages pour ceux qui ont raté la présentation. Et puis tu me dis quand tu veux que je change. Oui, déjà en introduction, donc le Césin a mené une étude sur le stress auprès de 330 RSSI vers le mois de mai-juin, où on s'est attardé à essayer déjà d'évaluer la perception du stress
au sein de la communauté, c'est d'identifier également les facteurs aggravants ou au contraire non aggravants de ce stress. Qui a été fait du coup, donc l'initiative a été faite donc, en collaboration avec Advance. Et en fait, ça fait suite un peu aux premières études qu'on peut avoir dans le monde anglo-saxon où ces sujets-là sont sur la table. Et c'est vrai qu'en échangeant aussi dans la communauté, on se rend compte que tout le monde a plus ou moins rencontré à un moment donné une difficulté, alors sans forcément parler de burn-out. Et du coup, l'intérêt de cette étude, c'est de vraiment pouvoir factualiser tout ça, d'avoir une première base. Et les résultats sont assez édifiants. Donc, peut-être... Alors, je n'ai pas pris tous les chiffres par cœur, mais on va essayer de faire quelque chose de simple. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est appuyé sur une échelle qui est le PSS10 sur l'évaluation de la perception du stress, et que Yann précisera tout à l'heure un peu plus dans le détail. Et globalement, on a pu catégoriser 3 zones de stress. La zone verte, où le stress est globalement positif, donc stimulant, parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. On voit que 40% globalement du panel des RSSI ayant répondu sont dans ce niveau-là. On a une zone orange où là on est plutôt sur de la zone d'attention, où là on a quand même 33% du panel qui se situe dans cette zone-là. Et la zone rouge, c'est vraiment la zone d'alerte, où on est à 30% à peu près de la communauté. Ce qui aussi est frappant, c'est qu'on essaie de se comparer avec une étude qui avait été menée en 2011 sur les salariés de grandes entreprises en France, où quelque part la note de stress entre guillemets qui avait été faite à l'époque était autour de 13, et là sur l'étude auprès des responsables cyber donc de cette année, la note tourne autour de 18 et on est dans le orange du coup. Et aussi, ce qui était aussi frappant dans l'étude, c'est que globalement, on a une grande majorité des RSSI qui sont dans un niveau de stress négatif, ce qui est quand même assez important. Et on a aussi une proportion non négligeable de répondants qui se situent soit en zone à risque de burn-out, soit vraiment en zone à risque de dépression clinique, selon cette échelle qui est une échelle connue. Puisqu'effectivement, nous, au Césin, on n'est pas spécialisé dans ces sujets-là, donc on s'est appuyé sur l'expertise d'un médecin et également de Yann, qui est le coach, qui est coach du coup. Et que, voilà. Alors, Yann, peut-être un mot sur cette échelle en complément, ouais. Oui, en fait, on a lancé un questionnaire avec deux questionnaires en un. Un premier questionnaire qui est l'échelle de stress perçu, le PSS10 dont parlait Sabrine, qui vient des États-Unis, pour faire simple, mais qui a maintenant une dimension universelle, on va dire, et qui a été effectué un certain nombre de fois depuis à peu près une vingtaine d'années en France. Il s'agit de 10 questions qui, alors je vais vous lire exactement l'objectif, qui permettent d'évaluer le degré selon lequel les personnes interrogées estiment que leur vie, donc c'est un tout, c'est pas que la profession, que leur vie est imprévisible, incontrôlable et surchargée. Donc imprévisible, j'y vois rien. Incontrôlable, ce que je fais, ça marche pas ou ça marche pas bien. Et surchargé, on est dans le trop. Il s'agit d'une photo, c'est-à-dire que c'est ce qui est délicat avec le stress, c'est qu'on n'est pas forcément en train de mesurer quelque chose dans la durée. Cette enquête a eu lieu l'année dernière, je ne sais plus, en novembre. Mai, juin, c'était non, c'était mai. Donc il y a eu l'effet du confinement qui a évidemment généré des impacts. Maintenant, il semble qu'il y ait quand même dans le qualitatif, donc la deuxième partie du questionnaire, des sources de stress qui sont assez partagées par l'ensemble de la communauté. Alors, je vais peut-être revenir, parce que si on va sur les sources de stress, Sabrine, un petit commentaire. On va faire la ça transition. Marche plus. Voilà. Parce qu'effectivement, on s'est intéressé à ces sources de stress, mais en se concentrant vraiment sur les spécificités du métier cyber. Parce qu'évidemment, je parle sous le contrôle de Yann, mais il peut aussi y avoir des problématiques personnelles ou des problématiques par rapport à l'environnement de travail de manière générale. Et là-dessus, on ne s'est pas attardé. On s'est vraiment attardé sur les spécificités de notre métier. Et ce qui en est ressorti, c'est que dans les facteurs de stress, le premier qui est revenu assez souvent, c'est la notion d'adversité, puisqu'en fait, nous sommes des combattants au quotidien, vu que la menace et les attaquants sont omniprésents. On a aussi le fait que, quelque part, si vraiment il y a une crise ou autre, ça peut coûter notre poste. Donc c'est aussi quelque chose qui est revenu assez souvent sur l'incertitude, quelque part, de la situation professionnelle.
Il y a aussi un autre point qui est qu'on est, enfin, je sais pas, en tout cas c'est mon cas, mais on est en permanence en train d'essayer de justifier l'utilité de nos actions. Donc moi, en ce moment, j'ai les assurances, les commissaires aux comptes, mon risk management, l'audit interne, etc. Donc voilà, donc des fois, je passe des semaines juste à justifier mon action et pas faire mes actions. Donc c'est un peu des fois stressant. Ensuite, il y a un sujet d'absence de déconnexion, puisqu'on est toujours sur le qui-vive. L'incident peut arriver à tout moment, que ce soit en week-end, en vacances, en jour ouvré, enfin tout le temps. On est aussi dans une situation où la menace est très évolutive, on a besoin de s'adapter en permanence, les attaquants regorgent d'imagination et on doit s'adapter. Ce qui est marquant aussi, donc là, c'est vraiment les facteurs pour l'ensemble de la population qui a été interrogée. Sur la population des personnes en rouge, donc en zone vraiment, en zone d'alerte, on a les 3 premiers critères qui sont identiques, c'est juste les 2 derniers qui changent, où on a le sentiment d'impuissance face à l'asymétrie des combats et l'avantage que les attaquants ont par rapport à la situation, et aussi la difficulté de l'exercice de gestion du risque cyber. Donc donc vraiment on sent la démotivation, le fait qu'ils ont l'impuissance par rapport à ces personnes qui sont avec une note dans le rouge. Bruno, Jean-François, est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que ces facteurs générateurs de stress, c'est ce que vous avez vécu ? Voilà, je vous cède le micro sur ce que vous pouvez nous en dire. Oui, tout à fait, Cécile. Le problème qu'on a, effectivement, est lié à tous ces éléments. On est sur le qui-vive en permanence. On a tous ces problèmes d'attaque. Moi, ce que je vois aussi qui n'a pas été mentionné, mais c'est logique, c'est aussi l'augmentation du périmètre. Autrefois, on avait un périmètre qui était simple à gérer, c'était entre guillemets simple, c'était le SI de l'entreprise. Maintenant, il y a le Bring Your Own Device, il y a les VPN, il y a le télétravail, il y a tous ces éléments qui se rajoutent, il y a le cloud, bien entendu. Et pour le RSSI, le pauvre, il doit aussi faire confiance à des acteurs externes, typiquement les fournisseurs de cloud, etc. Donc ça augmente énormément le périmètre et donc la complexité pour gérer toutes ces attaques. Ça rajoute vraiment beaucoup de stress. Et, au bout d'un moment, l'être humain a des limites, on commence à un peu paniquer, quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, je me reconnais tout à fait dans les critères. Alors, je ne les aurais pas, moi, à l'époque, classés dans le même ordre. L'adversité, bien évidemment. Un petit point, dans mon cas personnel, qui n'apparaît pas dans l'enquête du Césin, c'est l'adversité, y compris interne, où il reste assez difficile d'exercer le métier de RSSI. La justification, où je n'ai pas utilisé ces termes-là, c'est l'espèce de décalage qu'on peut ressentir entre nos activités du quotidien et finalement ce qu'on jugerait prioritaire, important de faire pour protéger la boîte. Et ça, effectivement, je me reconnais tout à fait dans ce que dit Sabrine. Moi, je disais, en fait, je passe mon temps à justifier des trucs que je ne fais pas. Un petit peu gênant. Et puis, il y a un facteur quand même aggravant, mais je repasserai la parole à Bruno, je crois. C'est la dégradation des relations interpersonnelles en entreprise qui, dans cette situation d'adversité, de surcharge de boulot, et en plus, quand les relations sont difficiles avec les collègues, le manager direct, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Comment ça, vous n'êtes pas dans un management aimable, bienveillant ? Je ne sais pas, je lis que ça dans les journaux, moi. Hein. Oui, la bienveillance en entreprise. Alors, on parlera de l'après tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que ça existe encore dans certaines entreprises, mais pas dans toutes. De moins en moins, effectivement. Sur la partie bienveillance, c'est vrai que c'est très compliqué. Le RSSI, finalement, c'est quoi pour le DSI ? C'est quelqu'un qui empêche les choses de tourner en rond, parfois. Ça coûte de l'argent, c'est des budgets aussi. Hein. Donc ça embête pas mal de monde. Et l'utilisateur final aussi est embêté. Il y a des mots de passe, il y a plein de trucs qui bloquent. Donc finalement, souvent, on est un petit peu embêté par les métiers, le RSSI, le DSI, le directeur financier, qui nous voient comme des éléments qui bouffent les budgets, qui ralentissent les projets, qui causent des problèmes. On comprend qu'il y a un bien fondé. On ne nous aurait pas embauché pour rien, mais effectivement, ça gêne. Donc on doit aussi prendre cette charge en plus. Et la conflictualité des équipes, effectivement, est présente. Moi, je l'ai senti tout le temps, en fait. Et alors, il me semblait que c'était dans l'enquête, Sabrine, mais c'est parce que je l'ai lu trop vite. Il y a aussi un autre facteur aggravant, c'est que toutes les difficultés qu'on décrit avec Bruno, cette surcharge, cette adversité permanente, sont aussi combinées avec un manque quasi total de reconnaissance quand même, pour
plagié un autre membre connu de la communauté RSSI. Enfin, voilà. Quand vous êtes RSSI, que tout va bien, on se demande à quoi vous servez. Et quand ça se passe mal, on se demande à quoi vous avez servi. Ça reste quand même un peu l'image qu'on a dans certains environnements. Donc, même si on n'est pas une personnalité en recherche permanente de reconnaissance, le fait de ramer comme ça au quotidien, de ne jamais avoir de reconnaissance, facilite pas l'activité. Oui, ça a été effectivement identifié, donc peut-être pas dans le top 5, mais ça a Ok. été aussi bien marqué et effectivement quelque chose aussi de très stressant finalement. Yann, si on fait du comparatif, le RSSI souffre plus. Enfin, on a vu un certain nombre de facteurs explicatifs, mais est-ce qu'on peut comparer cette fonction-là avec d'autres fonctions dans l'entreprise enfin, c'est la première étude, hein, mais est-ce que les témoignages là t'en a prouvé que le stress a augmenté sur les dernières années? Donc, est-ce qu'on a une vision à la fois comparative ou historique? En termes de données, on est un peu pauvre parce qu'on est sur un panel qui est quand même essentiellement des directeurs et des approches sectorielles avec les mêmes niveaux, les mêmes tests que nous avons, ou questionnaires que nous avons faits en France. Il n'y en a pas eu beaucoup encore. En revanche, si on prend un peu de recul sur ce qu'est le stress à la base, c'est un décalage entre les objectifs perçus par la personne et les moyens perçus pour y arriver. Ce décalage, plus on est dans des rôles de leadership incertains, dans lesquels il y a des difficultés, j'en parlais tout à l'heure, à contrôler, à prévoir, etc., plus évidemment le stress va monter et plus on va avoir des professions qui sont sous pression, tout simplement. Moi, je ne vous connais pas dans le sens où je ne connais pas le métier cyber et donc j'ai hier fait connaissance avec votre communauté que j'ai d'ailleurs trouvé très chaleureuse sans rentrer dans les détails. Non. On est tous d'accord, je ne veux pas de commentaires. J'aurais envie de vous proposer de juste prendre un peu de recul sur cet écart entre les moyens et les exigences ou les objectifs dont parlaient Bruno et Jean-François, et peut-être réaliser sur la partie objectif qu'il y a, je pense, une évolution de la perception du risque cyber que vous vivez au quotidien et que peut-être vos interlocuteurs et autres dirigeants, et notamment le DAF, ne voient pas. Auquel cas, je pense par exemple à une analogie avec le métier des risques systémiques, hein, comme les inondations, les incendies. Est-ce qu'on va demander à des pompiers d'être garants des dégâts des incendies, par exemple, du nombre de victimes, de prévoir quand ça va arriver, etc. Je ne pense pas. En revanche, on va leur demander d'être dans une logique de moyens. Alors, combien de casernes, combien de pompiers par habitant, combien de lances à incendie, de camions, etc. Le débat peut avoir lieu, mais il y a quelque chose qui est quand même assez global à la profession et qui pourrait, à condition d'avoir peut-être des données, de la transparence, du partage, c'est quoi les coûts d'attaque de la part des entreprises? Est-ce qu'il y aurait matière à rassembler tout ça, tout simplement pour avoir une vision globale du risque un systémique. benchmark des moyens au regard d'un risque qui est commun à tout le monde. Bruno, une réaction? Alors justement, je profite parce que j'ai été pompier volontaire, donc je sais très bien qu'effectivement, le pompier volontaire, on lui assigné une tâche très précise, il doit la remplir et ça s'arrête là. Le RSSI, il y en a plein. Il y a les RSSI détachés à la direction générale, d'autres à l'audit, d'autres à la direction informatique. Il y a des RSSI qui sont techniques, d'autres qui viennent plutôt de l'audit ou de l'organisationnel. Et donc, il n'y a pas un RSSI, il y a des RSSI. On a un problème de définition du terme. Donc, du coup, on a aussi un problème des moyens qu'on doit leur allouer. Et on se retrouve avec des RSSI qui font tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas trop, justement, quelles sont les définitions. Moi, je me suis vu, en tant que RSSI, à écrire des textes parlementaires. Je devais assurer le risque au niveau des textes de loi. Je devais assurer le risque au niveau des... J'ai même fait du forensic police, des perquisitions, etc. J'ai fait tout et n'importe quoi parce que j'étais RSSI. Il y a un problème effectivement très clair de définition du périmètre du métier. Et ça rajoute du stress parce qu'on sort complètement de notre zone de confort aussi.
faisiez pas n'importe quoi, ça, je suis sûre. Jean-François, une réaction? Il y a aussi un autre phénomène, je pense, qui contribue à cette augmentation du stress dans la profession, c'est que c'est une profession qui a beaucoup évolué. Cécile, tu disais, on est avec Bruno quelques piliers de la communauté. Quand les assises ont commencé, le RSSI il était finalement relativement tranquille au fond de la DSI, à faire des trucs relativement techniques. On l'a tous voulu, hein. Ceux qui étaient là il y a 10 ans, on l'a tous voulu. On disait, on a un boulot stratégique, il faut qu'on monte en gamme, qu'on se rapproche du COMEX, qu'on fasse du risk management, etc. On s'est gouré à un moment. On s'en mord les doigts. On a confondu faire évoluer la fonction et faire évoluer les hommes. Je ne vais pas faire la conclusion tout de suite, mais quand vous êtes RSSI et que votre poste, la définition du poste dans l'entreprise monte dans les couches, c'est pas une fatalité de devenir directeur de la sécurité des systèmes d'information. On peut faire plein d'autres trucs en sécurité. Et je pense qu'on s'est un peu gouré en pensant que les gens qui étaient, pour certains, relativement tranquilles au sein de la DSI à faire des trucs qu'ils maîtrisaient à peu près, comme dit Bruno, ils se sont retrouvés près de Dieu à faire des trucs qu'ils n'avaient jamais fait. Et là, dans le pré-burnout, je dis souvent, il y a une sensation, vous avez la sensation d'être un hamster dans sa roue. Et à un moment, vous avez l'impression que c'est plus vous qui tournez la roue. Et c'est un peu ce qu'on a créé finalement. Alors justement, j'allais arriver à cette situation de pré. Quels sont les premiers signes? Comment on peut les détecter? Tu évoques le hamster dans la roue. Qu'est-ce que tu te souviens de cette période-là? Et qu'est-ce que tu peux dire dans la salle? Là, on ne fera pas de sondage, mais s'il y en a qui se reconnaissent trop, ça veut dire attention quand même. Alors, c'est parfait qu'on ait la parole, parce que si on peut vous éviter que ça vous arrive, je pense qu'on aura gagné, ou qu'on limite le risque. Parce que quand vous faites un burn-out, en fait, une fois que vous l'avez fait, on vous dit « Ah, mais en fait, il y a plein de symptômes ». Ce qui aurait été sympa, c'est de nous les donner avant. Et donc, il y a les symptômes cliniques assez classiques. Hein, c'est syndrome d'épuisement professionnel. Donc, vous êtes épuisé parce que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous pensez qu'il y a votre boulot. Et votre boulot vous prend la tête au sens premier du terme. Bon, ça, c'est assez clinique. Dans votre entourage, quand vous avez quelqu'un qui commence à mal dormir et qui ne parle que de son boulot, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, attention, danger. Il y a d'autres signes avant-coureurs. Alors, j'avais lu, on m'avait filé une liste, moi, il y en avait une douzaine. Bon, je les cochais tous, hein. Mais je m'en souviens de certains qui sont assez nets. Le boulot de RSSI, c'est, je rejoins un peu ce que disait Bruno, vous faites plein de trucs différents. Il faut être complètement multitâche. À un moment, quand vous devenez moins multitâche, que vous essayez de faire qu'un truc à la fois, et que pour faire ce truc, vous vous isolez, c'est un premier signe. Moi, je me souviens, je fuyais toutes les réunions. J'avais toujours une bonne excuse pour pas aller en réunion. Alors, si la réunion risquait d'être négo, un peu difficile, etc., là, j'avais un autre rendez-vous. J'avais toujours une excuse. Et plus ça va, plus on prend d'excuses, moins on va en réunion. Donc, il y a vraiment un gros sentiment, un isolement, mais qui est très progressif, qu'on ne voit pas arriver. Et puis, je parlais tout à l'heure du facteur aggravant de la dégradation des relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles se dégradent parce que vous devenez odieux avec vos collègues aussi. C'est pas que la faute des autres. Bruno, une réaction? Non, tout à fait. Alors, je rejoins tout à fait ce que Jean-François disait. 2 points. Vos collègues vont voir que vous avez des signes de burn-out, mais ils ne vont pas forcément vous le dire. C'est là qu'il y a un problème déjà. Ça se voit. Il y a différents éléments. Et notamment, parmi les différentes phases de burn-out, on constate effectivement qu'il y a un retrait de sociabilité. Et surtout, vous devenez un petit peu cynique. Voilà, moi, j'ai été aussi dans cette situation où j'étais complètement absorbé par mon travail, parce que ça arrivait. On essaie de déblayer, mais on n'y arrive pas. Donc on n'a plus le temps de penser à autre chose, on devient presque odieux avec les gens, on se coupe un peu du monde et on n'écoute pas les conseils des autres, et les autres peuvent vous dire que vous avez un burn-out et on ne se rend pas compte. Donc j'ai fait un déni aussi par rapport à ça, et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens dans mes amis qui ont fait le burn-out n'ont pas remarqué qu'ils étaient en burn-out. C'est le jour où ils se sont effondrés, et là effectivement c'était le cas. Non, puis tous les deux vous étiez des faibles. Oui, c'est vrai, hein, des faibles. C'est une belle Non, je fais exprès je vais vous chercher dans ce mot, qui est à la fois un compliment, qui est aussi tabou dans votre monde. C'est beau d'être
d'être doux. Moi, je dirais Mais plutôt c'est que pas l'image. vous avez été vulnérable, ce qui est un peu différent de la faiblesse. Non, mais je voudrais une réaction de Jean-François. J'ai été le chercher sur ce mot-là, c'était pas un hasard. Non, donc, non, mais il y a effectivement, enfin, ça commence par une grosse phase de déni. Enfin, on a dit, je peux pas vous la faire là. Il y a une vraie anecdote. Moi, quand on m'a annoncé que je faisais un burn-out, j'ai dit, moi, jamais, ça peut pas m'arriver. Si, j'étais en plein dedans, parce qu'effectivement, il y a toute une notion de tabou. Moi, je pensais vraiment que j'étais immunisé, et pour moi, j'associais le burn-out à une espèce de faiblesse psychologique qui n'atteignait qu'une certaine partie de la population. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça peut vous arriver à chacun d'entre vous. Hein. A priori, personne n'est vraiment immunisé. Moi, j'ai eu un peu de mal quand même à l'admettre. Le déni a été un petit peu long. Et puis bon, voilà, il y a un jour, à force de déni, c'est une réalité. Et là, il y a une espèce de descente parce que faiblesse, culpabilité, blablabla. Alors Yann, je te redonne la parole. L'idée, c'était de mettre le doigt sur le tabou, mais en effet, c'est pas de faiblesse dont on parle. Et je te laisse la doctrine, peut-être. Enfin, je pensais à ça parce que je travaille en ce moment avec des comités de direction sur le sujet de la vulnérabilité afin de tout simplement faire évoluer la culture locale en commençant par le haut. Et donc la vulnérabilité est un sujet en soi de travail. Et quand on s'intéresse un peu à ce sujet de plus près et les sciences qui vont avec, on s'aperçoit que la vulnérabilité... Donc je vous invite par exemple à regarder les TED de Brené Brown, qui a passé toute sa vie à étudier notamment tout ce qui est confiance, vulnérabilité, avec des milliers d'interviews. Et ce qu'elle explique, c'est que la vulnérabilité, c'est à peu près le contraire de la faiblesse, dans le sens où c'est faire preuve de vulnérabilité, c'est-à-dire en parler peut-être avant, est un exemple de courage. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de courage sans partage de vulnérabilité. Le sujet, c'est que on le fait peu, tout simplement. Et si le chef n'autorise pas quelque part, n'ouvre pas les portes de la vulnérabilité, eh bien donc personne ne va le faire en dessous, puisque c'est lui qui montre la voie. Bruno. Alors effectivement, un facteur prépondérant des problèmes, c'est l'absence de communication ou la difficulté de communiquer. On parlait de relations interpersonnelles. Un des grands problèmes que j'ai vécu, c'est pas moi mais mes collègues aussi, parce que on a eu des problèmes collectifs, c'était l'incapacité et l'impossibilité de se faire entendre par des personnes qui étaient des chefs ou des personnes qui auraient pu nous aider, que ce soit au RH, etc. Et donc cette incapacité à pouvoir exprimer les problèmes et essayer de trouver des solutions, ça engendre forcément un effondrement. Vous me parliez du rôle à double tranchant de l'entourage. Alors, qu'est-ce que, à la fois l'entourage ne dit rien, pourrait dire. Comment est-ce qu'on peut jouer un rôle en tant qu'entourage? Jean-François, ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire du tout en fait. C'est compliqué parce que cette confusion vulnérabilité, faiblesse. Voilà, pour votre entourage, vous êtes le mec fort qui a potentiellement des vulnérabilités, mais qui n'est pas faible. Donc c'est compliqué de s'en ouvrir à son entourage. Et de toute façon, votre entourage, et ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, qui se ressemble, s'assemble, on va dire, a aussi cette vision que le burn-out, c'est de la faiblesse psychologique. Donc, je vais être un peu dur avec mon entourage proche, mais ils vous aident pas tellement au début. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils comprennent pas. Eux aussi, ils sont un peu dans le déni et ils savent pas comment vous aider. Donc, malheureusement, au moins dans les premières phases, après ça va mieux, mais au moins dans les premières phases, on trouve pas d'aide auprès de son entourage proche. Alors, je confirme parce qu'effectivement, au niveau de mon entourage proche, donc ma famille, clairement, j'ai des membres de ma famille proche, même mon épouse, qui n'ont pas compris pendant des années, après mon burn-out, ce qui m'était arrivé. Et ils ont essayé de proposer des solutions en disant on va t'aider, on va essayer de te trouver. Il faut que tu redémarres. Oui, mais c'est pas comme ça, ça marche pas, ça. Sois positif. Oui, mais non. Oui, quand on vous dit sois positif, ça c'est à peu près comme vous appuyez sur la tête, quoi. Voilà, c'est ça, quoi.
Donc c'est compliqué et l'entourage a beaucoup de mal à comprendre. Il ne faut pas vraiment compter sur eux, malheureusement. C'est triste à dire. Alors, qui on doit aller voir, qui on peut aller voir Yann. D'abord le médecin. Oui. S'il y a peut-être un, parmi tous les symptômes qu'on a évoqués, s'il y en a un sur lequel je pense qu'il faut faire particulièrement attention, parce que c'est à peu près une entrée en zone rouge, c'est le dérèglement du sommeil. Donc déjà, là c'est alerte. Quand il y a du mal à s'endormir, des réveils de la nuit, etc., c'est qu'on atteint un niveau où on a une surcharge mentale probablement qui peut poser souci. Et donc, en parler au médecin déjà. Après, tous ne sont pas si bien formés que ça, puisque j'en ai fait aussi l'expérience pour ma pomme à une époque. Et donc, nécessite peut-être un peu d'aide ou de complément de thérapeutes, de spécialistes, tout simplement. Aller voir entre le médecin du sommeil et le médecin privé, c'est déjà un point de vue qui peut être doublé. Et puis ensuite, voir si ça commence à être un peu sérieux, directement aller voir un thérapeute. En général, c'est le plus simple parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler très vite en amont. En revanche, une fois qu'effectivement on a basculé dans quelque chose de plus costaud, ça prend beaucoup plus de temps. Je confirme. Je veux rebondir rapidement, juste pour ça, pour le thérapeute. Ça fait toujours peur d'aller voir un psy, etc. On se dit, c'est bon. Il faut y aller, sérieusement. Ce sont des gens qui sont formés pour ça, qui connaissent le sujet. Moi, mon médecin traitant, clairement, il voyait bien que j'étais pas bien, mais il savait pas trop comment traiter le sujet, quoi. Il a fallu que je trouve un psychiatre bon, parce que ça aussi, il y en a des mauvais et des bons, il faut trouver un bon. Et j'ai eu la chance récemment de tomber sur une équipe qui est pas mal, hein, mais il a fallu beaucoup de temps avant de trouver des... Mais c'est super important. Votre médecin de famille, il risque de ne pas forcément comprendre, il va vous donner des pilules pour le sommeil. C'est super bien, mais ça va pas avancer, quoi. Donc n'hésitez pas à contacter votre entourage et même discuter avec les gens qui ont eu des burn-out, peut-être qu'ils ont des adresses. Vous allez avoir des coups de fil, hein, faites gaffe. Alors moi, je suis un contre-exemple, puisqu'en fait, moi, ça n'a pas été un événement très très long. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur un médecin généraliste absolument extraordinaire qui connaissait bien le sujet et qui m'a vraiment très très bien accompagné. Ça arrive aussi. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade peut-être. Alors, on n'a qu'un micro, je viens vers vous, je le tends vers vous parce que c'est important, c'est enregistré. Oui, bonjour, merci pour votre témoignage. Alors, moi, dans mon cas, j'ai fait un burn-out en 2006, j'ai mis plus de 2 ans à m'en remettre et j'ai rechuté en 2016. Et il y a un point que vous n'avez pas abordé dans les facteurs aggravants, c'est l'extrême solitude du RSSI. Et en fait, on est seul face au monde entier et cette solitude, elle est terrible, hein. Et sur le coup du médecin, d'aller voir le médecin, il faut avoir le courage de le faire. Et c'est pas évident parce que comme on est dans le déni de faiblesse, on va pas voir le médecin. Puis on est des mecs, hein, donc le mec il va pas voir le médecin, hein. Et en plus de ça, effectivement, le médecin il vous dit ouais, vous avez des insomnies, cachez. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu, hein. Pour information, moi, mon burn-out s'est provoqué de la façon suivante. Je voulais me lever le matin, j'ai pas réussi. Il était vers midi. Je suis allé aux urgences. Ils m'ont dit allez dormir. J'ai dormi 3 semaines. Je ne me plaisante pas, j'ai dormi 3 semaines. Je ne pensais pas qu'on pouvait dormir 3 semaines. Voilà, ça c'était le démarrage du burn-out. Effectivement, il y a un problème là. Mais mon médecin au départ, c'était pilule, cachet. Reposez-vous un petit coup d'RTT, ça ira très bien, quoi. Et malheureusement, c'est ça. Toi, tu as eu la chance de tomber sur un bon médecin, mais c'est difficile, quoi. Moi, à contrario, j'y suis allé pour me faire prescrire des cachetons pour dormir. Et elle m'a dit non, ce ne sera pas suffisant. Alors, Bonjour. pour revenir sur l'étude, effectivement, j'ai extrait vraiment quelques critères, mais l'étude est disponible sur le site du Cézanne. Elle est aussi, là j'ai un exemplaire unique. C'est le seul exemplaire de toutes les assises, mais Voilà. c'est pour vous dire qu'un jour, le disponible. carton n'est pas arrivé, paraît-il. Mais du coup, l'étude est très très riche et comme il est plus important d'avoir des témoignages, vu le courage, et franchement, je les en remercie, que du coup, voilà, je n'ai pas voulu non plus trop monopoliser. Bonjour, je ne suis pas RSSI, mais en 28 ans, j'ai fait 4 burn-out. Le premier a pris 1 an pour s'en remettre. Alors maintenant, j'en suis au point où je les sens venir. Donc j'arrive à gérer de mieux en mieux. Donc je comprends mieux comment je fonctionne, ça se passe mieux. On va mieux dans ma tête. Mon propos, c'est plutôt par rapport aux conditions que vous avez en tant que RSSI. On sent bien le
problème multifactoriel de vos organisations au-dessus qui n'arrivent pas à agréger ces conflits entre la pression financière, la pression commerciale, la pression de réputation, la pression... Et est-ce que c'est pas là où il y aurait un moyen et alors c'est un problème très compliqué de régler ça, mais le fait qu'on ne le reconnaisse pas fait que les décisions sont prises de façon parfois arbitraire et on ne comprend même pas la nature de la décision multifactorielle. Donc comme on n'en parle pas, on n'arrive pas à se régler par rapport à ça et du coup, on n'ouvre pas, je dirais, des cadres qui vous permettraient de respirer, d'avoir un petit peu la possibilité de dire, bon, maintenant, je peux m'organiser par rapport à ça et de forcer la discussion sur les moyens, parce que sinon, c'est impossible à régler. Donc, je ne sais pas si c'est une direction de solution qui a du sens ou pas. Une réaction, Jean-François ? Je vais prendre dans l'ordre. Michel, pour répondre à tes questions, oui, il y a effectivement ce petit sentiment de solitude. Je le mettais un peu dans tout ce qui était adversité, tu vois, où tu es un peu seul. Et puis, bon, je vais faire un peu de pub, puisqu'on est entre nous. Là, il y a aussi quand même la communauté qui aide à diminuer ce facteur-là. Et quand tu es RSSI en entreprise, tu es tout seul, mais pouvoir en parler avec des gens qui n'ont pas la solution, mais qui ont au moins le même problème, c'est déjà une première étape. Alors, effectivement, enfin, si j'ai bien compris votre question, mieux éclairer les décisions, finalement, c'est un petit peu ça que subit le RSSI. Alors, après, voilà, on a chacun des expériences très personnelles, très différentes. Je rapprocherai un petit peu ça d'un point qu'a soulevé Bruno, c'est que dans les facteurs, il y a un déficit de communication. Je vous prenais l'exemple, je prenais l'image tout à l'heure du hamster là, qui ne sait plus qui tourne la roue. C'est un peu ça. Alors, après, mieux comprendre les décisions, ça va aussi, de mon point de vue, vers un peu plus de reconnaissance de la mission. Et finalement, on peut peut-être aussi se poser la question, comme je disais tout à l'heure, on a voulu faire professionnaliser, rendre plus stratégique la fonction. Peut-être qu'on n'a pas été complètement jusqu'au bout, là, aujourd'hui. Alors, il y a plein de questions, mais je voudrais qu'on passe aux solutions concrètes, peut-être. Qu'est-ce que vous envisagez, chacun de vous? Quelles sont, d'après vous, les meilleures solutions pour éviter qu'on en arrive là? Alors, peut-être, on va reparler de l'étude, parce qu'il y a aussi des pistes qui sont posées par le CESA. Oui, bah déjà, c'est un peu comme dans les métiers de la CIMER. Vaut mieux déjà avoir la visibilité sur ce dont on parle pour aussi mieux agir. Donc, du coup, cette étude-là sera faite de manière régulière pour aussi approfondir certains axes, puisque c'est la première fois qu'on faisait cette étude-là en France. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et du coup, de manière... Voilà, de manière régulière, annuelle, déjà pouvoir prendre le pouls et voir la tendance. Donc voilà, ça c'est déjà une première piste. Ensuite, au niveau de la communauté, il y a aussi des pistes qui sont regardées, donc sur des webinaires par exemple, sur des séminaires ad hoc, et aussi ce que tu évoquais de manière moins informelle, déjà parler entre nous, déjà ça peut aussi beaucoup aider. Il y a aussi un sujet que je trouve très intéressant aussi, c'est le fait d'embarquer ces notions-là dès la formation en fait, des jeunes qui débarquent dans le métier, pour qu'ils comprennent aussi qu'il y a cette dimension-là qui est importante. Il n'y a pas que la technique, mais au moins qu'ils puissent aussi se dire, ben voilà, les futurs métiers de la cyber, peu importe ce qu'ils sont, embarquent ces composantes de stress. Et donc voilà. Et puis pour continuer aussi sur la formation, c'est aussi de voir comment le RSSI peut être accroché dans des programmes de formation RH sur des postes cadres dirigeants ou autres qui ont des fois des sessions de coaching ou des formations spécialisées sur le stress et le leadership. Et du coup, de faire en sorte que le RSSI ou les équipes concernées, parce que voilà, dans le cyber, il y a énormément aussi de personnes sous stress qui ne sont pas forcément RSSI ou directeurs cyber, qui soient vraiment embarqués identifiés par les RH pour pouvoir être éligibles à ces formations. Donc, voilà, quelques pistes. Après, le sujet est vaste. Le CESA n'est pas non plus psy. Voilà, on n'a pas ces connaissances-là non plus. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à échanger et étudier ensemble. Je te rejoins à 100%.
si j'avais à prioriser justement les choses à mettre en œuvre, la première chose, c'est la communication. La première chose. Le burn-out, de toute façon, ça va continuer parce qu'il y aura de toute façon de plus en plus d'attaques, de plus en plus de pression. Les entreprises également demandent de plus en plus de choses des gens à moindre coût, puisqu'on est dans une logique d'économie, etc. Donc, de toute façon, il y aura de plus en plus de pression. Il faut communiquer. Le problème qu'on a, c'est, tu l'as dit, hein, c'est un tabou. C'est le RSSI, la personne en burn-out n'ose pas parler parce que c'est pas bien, c'est mal vu, on va pas se faire embaucher, la vie a été ratée, enfin tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc il faut arrêter d'être en mode tabou, il faut oser en parler, quoi. Et plus on aura de personnes qui vont essayer de discuter de ça, plus on aura d'éléments, des webinaires comme tu disais. Moi j'ai un site web et.net avec des accents où j'explique comment ça se passe aussi. Hein. Enfin c'est un blog. Hein. Et j'essaie aussi de mettre sur papier ou sur internet mes expériences pour que les gens puissent ne pas faire les mêmes erreurs. Donc la communication, mais également avec les équipes, également avec les proches. Dire à sa femme que c'est en burn-out, ça va peut-être pas se réparer tout de suite, c'est important. Donc communiquer, première chose. Et l'étude est vraiment quelque chose, enfin, moi typiquement en interne, je le communique au RH, ne serait-ce que pour sensibiliser sur ces questions-là auprès notamment des équipes opérationnelles qui, voilà, moi j'ai identifié potentiellement un profil à risque, donc du coup, voilà, je communique aussi comme ça et je m'appuie sur cette étude-là qui permet de factualiser le débat et pas juste de dire, c'est juste quelque chose dans l'imaginaire, c'est qu'il y a vraiment un sujet sur notre communauté et notre profession. Et du coup, l'étude est un bon moyen aussi de pouvoir avoir des échanges objectifs avec les ressources humaines et le management de manière générale. Jean-François, si tu avais un ou deux conseils aussi. Deux petits trucs. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, prendre ça en termes de formation, tu disais, et je pense que tous les gens qui ont fait un ou plusieurs burn-out disent j'ai appris à mieux me connaître. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir des outils pour mieux se connaître avant que ça arrive. Et ça, je pense qu'effectivement, ça passe par la formation et puis libérer cette parole, c'est pas un tabou. Enfin voilà, on voit dans les témoignages que ça arrive, ça existe. Moi, je suis un cas un petit peu à part parce que j'ai eu aujourd'hui, ça ne fait que 4 ans, mais moi, je considère que j'ai fait un burn-out, ça a été une formidable opportunité pour moi. Ça m'a permis de me poser des questions. Je savais que je ne referais jamais ce que je faisais avant, puisque c'était ça qui m'avait rendu malade, je ne voulais pas y retourner, je ferais autre chose. Donc j'ai eu la chance de me poser la question de ce que je veux faire et de choisir ce que je fais aujourd'hui. Dans l'enquête du Césin, il y a un point qui ressort, c'est la peur de perdre son boulot, en fait, qui est un élément de pression. Mais c'est pas grave de perdre son boulot. Totalement. Quand le boulot vous rend malade, c'est pas grave de le perdre. Vous avez la chance de bosser dans un domaine où il y a une pénurie de compétences qui est absolument extraordinaire. Et en plus, on a la chance de bosser dans un domaine où avoir 50 ans, c'est pas un handicap, c'est même presque un avantage. Je me passe un peu de crème à mon grand âge. Donc moi, le burn-out, ça m'a permis, aujourd'hui, je fais de la sécu. Ça m'amuse plutôt bien. J'ai de la pression, mais pas la même. Je conclue juste là-dessus. Je me suis assis sur 2 trucs. J'aurai plus jamais une carte de visite avec RSSI, groupe de machin, et machin, c'est un truc du CAC 40. Ça, je l'aurai jamais. Et j'ai revu un peu mon rapport à l'argent. Oui. Mais si vous prenez ça en compte, on peut faire de la sécu sans devenir des SSI. Yann, un ou deux conseils. Alors après, je préviens tout de suite, il y a plein de questions et on m'a dit qu'il restait que 5 minutes. Alors on va faire une concession, mais Yann sur les conseils. Je fais vite, mais ce que je voulais passer comme message, c'est que ces 20 dernières années, les sciences comportementales ont fait énormément de progrès sur la connaissance du cerveau, des mécanismes émotionnels. Jean-François citait la connaissance de soi. C'est la base. Il y a vraiment 2 compétences essentielles dans la résilience au stress. C'est la connaissance de soi. Et quand je parle de connaissance de soi, c'est connaître ses vulnérabilités, c'est connaître les automatismes dans lesquels on est face à l'adversité. C'est les évitements que l'on a, comment on veut bien faire, par exemple, à dire oui, etc. Et ça, c'est éminemment personnel. Donc, connaître ça permet ensuite de se renforcer au bon niveau pour que la carapace ne craque pas ou pas trop vite. La self-regulation en intelligence émotionnelle, on est dans des compétences on peut appeler ça de la métacognition, c'est-à-dire comment j'arrive à sortir, à me voir moi-même fonctionner pour pouvoir régulièrement me surprendre en train de
repartir dans mes défauts. Et donc, il faut profiter de ça, de cette connaissance. Il existe des questionnaires. Donc, entourez-vous. Et la résilience au stress, c'est vraiment une compétence qui se développe. Donc, avec les coachs, des formateurs, éventuellement des thérapeutes. Mais avant d'aller voir les thérapeutes, il y a quand même une batterie de choses qu'on peut faire dans l'enceinte de l'entreprise. Apprenez à vous connaître, c'est important. Alors, une toute petite question, parce que Stéphane a levé la main toute la séquence. Oui, effectivement, vous parliez de formation. Au final, c'est un peu se préparer au choc. Pour un jeune RSSI qui veut bien faire son travail, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez proposer pour pas qu'il ait forcément la tête que dans le travail au final et éviter de tomber dans une situation justement qui le conduirait à un burn-out. Alors, je peux en parler parce que pour le coup, je suis le plus jeune de cette table. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai pris mes fonctions, c'est surtout l'échange avec les RSSI qui ont beaucoup plus d'expérience et qui m'ont permis aussi, notamment sur la posture, et de se dire qu'on n'est pas femme ou homme orchestre, on ne peut pas tout faire. Faut savoir dire non, faut savoir dire le risque, le mettre en face du métier pour qu'ils l'acceptent et qu'on ne le prenne pas pour eux. Et voilà, de vraiment travailler sur cette posture-là. Et de toute façon, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas tout sécuriser, on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est déjà de le reconnaître et de ne pas hésiter à le dire. Moi, je sais, quand j'ai démarré, j'avais un peu le côté, il faut que je me surinvestisse pour prouver que ceux qui m'avaient recruté avaient bien fait le choix de me recruter. Sauf qu'en fait, c'est eux qui avaient pris la décision de le faire. Et quelque part, je n'ai pas à prendre la responsabilité de leur décision. Donc voilà, c'est énormément de choses comme ça, de travailler vraiment sur la posture. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est de pouvoir échanger dans la communauté. Parce qu'en fait, même si on est tout seul dans l'entreprise, on n'est pas tout seul dans la communauté. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment aidé. Alors, je suis désolée, parce que vous ne voyez pas la dame qui rentre régulièrement là et qui me fait signe. Donc, je sais qu'il y a encore plein de questions, mais on va vraiment arriver au bout. J'ai une proposition. Moi, j'ai une petite table que je vais poser juste à côté là, pour vous, si vous avez des questions. Voilà, alors on peut continuer le débat dans le couloir sans problème. On sera renvoyé de la salle, mais pas du couloir. Alors, j'allais finir sur ma conclusion. En effet, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, qu'un message à retenir, vous m'avez tendu, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire très rapidement et peut-être d'encourageant? Déjà, c'est qu'on en parle. Et ça, je trouve ça vraiment génial, qu'on ait des personnes qui ont le courage de témoigner. Je trouve ça vraiment très inspirant. Et surtout, ne pas avoir honte, en fait, et voilà, de bien se connaître. Bruno, ton message. Bien se connaître, ça c'est clair. Le côté positif, c'est que j'ai appris plein de choses, vraiment beaucoup de choses. J'ai découvert le côté humain aussi, parce que des fois on oublie le côté humain qu'on est RSSI, donc ça c'est chouette. Ouais, on peut s'en sortir, donc vous inquiétez pas, c'est possible. Évitez de tomber dedans, parce qu'après c'est compliqué, mais voilà, en amont on peut s'en sortir. Jean-François? Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est que dans mon cas personnel, je considère que ça a été une super opportunité de changer un petit peu de vie. Et sur les petits conseils, deux petites choses. Écoutez-vous, c'est super important. Parce qu'encore une fois, il y a des symptômes, il y a des signes avant-coureurs. Donc, écoutez-vous. Même si vous dites à vos enfants, tu t'écoutes trop, non, vous, écoutez-vous. Et prenez soin de vous. C'est super important. Yann, s'il n'y avait qu'une chose à retenir. Oui, prenez soin de vous, c'est donnez-vous les moyens de vous protéger. Ça s'apprend, c'est une compétence. Moi, mon message, c'est la résilience au stress, se protéger, ça s'apprend, c'est une compétence. Il y a plein de professionnels qui vous aideront là-dedans. Tous les champions qui font de la compète, de sportifs, savent se protéger par rapport au stress et apprennent des méthodes pour ça. Moi, j'ai un message. Merci infiniment pour vos témoignages. Merci. Merci. La discussion est ouverte. Vous semblez prêt à la poursuivre. Donc, vraiment, encore merci. Merci.